Et comme premier point, nous avons l'adoption de l'ordre du jour. Donc, qui propose, je pense qu'on a un point ajouté. Oui, à l'ordre Monsieur du le jour. maire, il y a un point ajouté, on va le mettre sous 7.1.2, dossier du Conseil, nomination des membres du comité consultatif sur la mobilité. Merci. Ça va. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Je te lève un peu, je propose. Martin Guévremont, appuyé par Appui. Madame Bérubé, s'il vous plaît. OK. Nous sommes donc au point 3. Résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant. Aucun. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2014. Tout le monde en a pris connaissance? Ça reflète bien ce qui s'est dit. Donc, qui en propose l'adoption? Je propose. Michel Archambault. Qui appuie? J'appuie. Isabelle Bérubé. Merci. Nous en sommes donc à la première période de questions des citoyens. Petit rappel, je vais lire avec vous ce qui est écrit à l'écran parce que je pense que c'est important d'en prendre bien note. Donc, être respectueux et poli, être concis, s'il vous plaît, 5 minutes par intervention, par respect pour les personnes qui vous suivent et aussi par respect pour les gens dans la salle, parce que des fois, on a peut-être le goût que ça se termine un peu plus tôt. Donc, être précis en évitant les digressions, pas plus de 3 minutes, de 3 questions par intervention. Commentaires acceptés si reliés à la question. Questions peuvent s'adresser à un ou une conseillère. Accepter aussi que l'élu n'a pas nécessairement toutes les réponses dans l'immédiat. Et si c'est le cas, on va vous dire simplement qu'on va vous rapporter ou amener la réponse plus tard. Donc, première personne, Mme Carole Vigneault. Bonsoir, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillères. J'ai fait une annonce publique par communiqué dans le journal de Saint-Bruno. Ça a apparu le 13 août pour annoncer que je serais candidate pour les prochaines élections scolaires le 2 novembre prochain. Et je voulais demander au conseil si on allait faire, vu que vous avez vous êtes sur Facebook, vous avez des moyens de communication, si ça allait être publicisé, les élections scolaires, considérant que ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu d'élections scolaires au Québec. Je pense que c'est important qu'on mette de l'énergie à en faire la promotion, puisque c'est le vote démocratique, la démocratie qui s'exprime. Et si vous permettez, j'aimerais me présenter un peu, parce que je pense que au bénéfice de l'ensemble des citoyens et pour les membres du conseil, qui peut-être ne connaissent pas mon implication au niveau scolaire, puisque j'ai été beaucoup impliquée dans les écoles de Saint-Bruno, et que ce temps-là que j'ai mis là ne m'a pas permis peut-être de me faire connaître beaucoup dans la ville, autrement que dans le monde scolaire. Ça fait 15 ans que je m'implique au niveau primaire et secondaire, à l'école de Montarville pendant 9 ans, où est-ce que j'ai été très active. Je pense que les parents qui ont eu des enfants dans l'école de 2000 à 2009 m'ont pas mal toutes connue, parce que j'ai été l'organisatrice des activités extrascolaires et j'étais très active à l'école primaire. Et au secondaire, je suis là depuis 7 ans. Je suis la présidente aussi de la Fondation de l'école secondaire. Au Conseil des commissaires de la commission scolaire, je suis là depuis 7 ans aussi comme parent commissaire. Et depuis le mois de mai, j'ai été nommée commissaire pour une partie de Saint-Bruno. Ça fait le tout. Bien, merci, Mme Vigneault. Évidemment, vous savez que les élections scolaires relèvent du directeur général des élections du Québec. Je pense qu'ils vont faire un gros effort. Nous, ça va nous faire plaisir de publiciser dans toute la mesure du possible, dans le respect du cadre légal dans lequel tout ça s'inscrit. Et tout ce qu'on peut dire aux gens ce soir qui sont ici présents et ceux qui vont nous écouter éventuellement, allez voter. C'est important le 2 novembre prochain, donc c'est un dimanche. C'est un dimanche et il y a un vote par anticipation le 26 octobre. Parfait. Aussi. Puis, moi, si on veut me suivre sur Facebook, c'est à Carole Vigneault, Vigneault, Saint-Bruno-Montarville.
Parfait. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, bien sûr, il y a le site du DGEQ qui devrait être en mesure de vous donner beaucoup d'informations, publicité au cours des prochaines semaines. Et on invite, comme c'est un élément démocratique important dans nos collectivités, d'aller voter le 2 novembre prochain. Merci, Mme Villot. Monsieur Jean-Paul Tivierge. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Moi, j'ai 2 points. On a droit à 3, j'en ai 2. Le premier point, c'est que, je ne sais pas s'il y a du monde qui l'ont remarqué, mais depuis que le transport ferroviaire a augmenté sur la voie qui va vers Varennes, vers Cher, là, à cause des wagons de train, des wagons de citernes pour le pétrole, il y a beaucoup plus de sifflements de train qu'avant. Puis je pense, l'autre fois, je passais à Longueuil, puis j'ai remarqué que le train ne sifflait pas quand il passait à Longueuil. Puis nous autres, à Saint-Bruno, ben même à 3-4 heures du matin, ils sifflent pareil, surtout à Clairvue. Puis même s'il n'y a pas un chat ni d'un bord ni de l'autre, la consigne, c'est de tirer sur le sifflet, parce que c'est marqué W sur le bord de la voie. Peut-être que ça devrait être marqué d'autre chose, mais c'est marqué W. Fait que je pense que je demande à la Ville de faire une représentation auprès du CN pour mettre ça en application, que le train sifflerait seulement s'il y a des voitures sur la rue Clairvue ou si les conditions l'obligent. Autrement, c'est inutile de siffler parce que, étant donné les voitures modernes, cette loi-là date de 1934, des voitures à chevaux, peut-être que ça serait pertinent de considérer que maintenant que les voitures sont insonorisées puis tout ça, que c'est plus dérangeant pour les citoyens dans leur maison que pour les gens qui sont dans les voitures, en fait. Fait que c'est mon premier point. Puis mon deuxième point, bien, ceux qui vont faire du vélo en dessous de sur la piste cyclable, en dessous des lignes haute tension, sûrement que vous avez pris des chocs de temps en temps en freinant ou des choses comme ça. Fait que là, je pense qu'il y aurait lieu peut-être pour la Ville de réparer l'erreur qui a été faite d'avoir installé ce piste cyclable-là directement en dessous de la phase où il y a 425 kV entre le fil à haute tension puis le sol. Ce qui fait que c'est des chocs assez importants, 10 kV par pied, pour ceux qui connaissent ça un peu. Là. Ça veut dire que c'est comme un tapis synthétique assez bien chargé. Là. C'est pas bien difficile de faire un arc électrique d'un pouce ou 2. Puis là, probablement que si j'avais été moins paresseux, je serais peut-être allé en dessous de la ligne avec des fluorescents puis aurait allumé sûrement juste à les tenir dans mes mains. Fait que je pense qu'il faudrait que la Ville répare ça parce qu'il y a des gens qui vont plus faire de vélo parce qu'ils prennent des chocs à trois fois qu'ils vont ou presque, ou que la température est juste là, humide à point là, qu'on entend un petit crépitement en dessous de la ligne. Là. Ça, c'est l'effet couronne dû à la haute tension de ces fils-là. Puis malheureusement, au lieu de le mettre en 2 phases, ils l'ont mis directement en dessous de la phase. C'est une erreur de l'ingénieur conseil qui était probablement civil au lieu d'être en génie électrique, puis c'était une erreur. Fait que... Bien, merci, M. Tivierge. On reçoit effectivement vos demandes. Donc, on va regarder du côté du CN ce qui peut être fait. Et aussi, en ce qui concerne la piste cyclable, je pense que qu'il y en a beaucoup qui ont pris des chocs en dessous. Oui, il y en a beaucoup, hein? Bon, regarde, je pense que c'est l'unanimité. Effectivement, c'est des choses à regarder au cours pas des prochaines semaines. Je pense que c'est plus quelque chose qui va se corriger là, d'ici quelques années, on l'espère au plus tard. Donc, j'inviterai maintenant Mme Sylvie Bernier. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir, Mme Bernier. Moi, ça concerne la piste cyclable qui fait le tour du lac du village. J'avais apporté des photos le printemps dernier avec une lettre. C'est qu'une partie qui est dos aux maisons de Lakeview, alors qu'il se trouve être, si on regarde le parc comme ça, là, du côté gauche, il y a une partie qui n'est pas asphaltée. Et puis, il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'exercice physique puis tout ça. Mais pour les simples marcheurs et même les enfants qui reviennent de l'école, je vous dirais qu'il y a presque 4 à 5 mois par année où c'est inutilisable parce qu'il y a un assez important dénivelé. Il y a une dépression. Et puis, évidemment, c'est boueux. C'est pour ça que j'avais pris des photos pour vous le montrer. Alors, même les enfants qui reviennent de l'école ne peuvent pas passer par là. Alors, ils sont sur la rue. Les gens qui ne font pas du tram fit, qui aiment bien juste marcher, ne peuvent pas l'utiliser. Alors, moi, ma demande, c'était à ce que ce bout-là soit pavé dû au problème là, que ça crée. Vendredi dernier ou jeudi dernier, il y a eu un genre d'agrégat qui a été, ou de gravier, je ne sais pas trop, qui a été répandu. Je ne sais pas si c'est un matériau qui va se durcir. C'est pas gris, c'est plutôt couleur beige. C'est la première fois que je vois ce genre de
En tout cas, j'aimerais avoir des informations, puis vraiment apporter le fait que ce bout-là, je pense qu'on pourrait s'offrir le luxe là, de l'avoir pavé pour le grand usage là, de tout le monde autour du lac. Merci, Mme Bernier. Vous allez donner vos coordonnées à Mme Tousignan et on va effectivement faire les vérifications demain. OK. Et aussi, pour votre bénéfice et le bénéfice de tout le monde, on va donner l'information par rapport à cette question-là, là. Savoir qu'est-ce qui se passe exactement puis qu'est-ce qu'on peut faire dans les plus brefs délais pour corriger la situation. OK, c'est apprécié. Maintenant, quand j'avais fait un rappel par courriel, j'avais aussi demandé, dans la première semaine du mois d'août, il y avait une firme ABS qui faisait des tests. Là, on parle de l'autre côté, là, dans la partie du lac, mais qui se trouve de l'autre côté de la rue du lac, justement, là, en s'en allant vers le Petit Boisé. Et puis, j'avais demandé de quoi il s'agissait pour ces tests-là. On m'a dit qu'on allait me répondre, mais j'ai jamais eu de réponse. On m'a dit, suite à votre demande, votre requête sera transmise aux travaux publics, mais j'ai jamais eu de réponse. OK. On va s'assurer que vous ayez une réponse d'ici les 48 prochaines heures maximum. OK. Dernièrement, là, on est toujours dans le même coin. Là, on a vu l'apparition dernièrement de nombreuses pancartes au sujet des algues bleues. Oui. Bon, là, je ne veux pas épiloguer là-dessus. Est-ce qu'il y a une situation qui sera corrigée? Est-ce que le lac est-ce qu'il est en péril? Je sais que l'année passée, ils avaient commencé des travaux de dragage dans la partie, comme je vous dis... En amont, là. Oui, en amont. Je pense que c'est important, ce lac-là. Là, j'espère... je ne sais pas si on va, comme on dit, là, voir si le problème d'algues bleues, savoir d'où ça vient, puis si c'est quelque chose qu'on pourra régler. En fait, actuellement, on n'est pas sûr que ce sont des algues bleues, c'est-à-dire que c'est un repérage visuel. On a constaté donc une couleur bizarre et on a adressé une demande au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable, et des tests devraient être faits prochainement pour confirmer si effectivement ce sont des algues bleues, auquel cas on va prendre les mesures pour corriger la situation. D'autres aussi, ça nous inquiète, là, et c'est pour ça qu'on n'a pas pris de chance. On a tout de suite alerté les gens, on a envoyé un communiqué aux médias, donc pour dire aux gens qu'il fallait s'abstenir, bien sûr, de baignade ou même de contact avec l'eau à cet endroit-là. Mais on est très inquiet autant que vous pouvez l'être, c'est sûr. Là, la fontaine, actuellement, ne fonctionne pas. On me dit que, bon, tant qu'elle a réparé maintenant, c'est compréhensible là, qu'on veuille attendre au printemps prochain. Maintenant, est-ce que le brassage d'eau peut aider? Parce que, tu sais, à un moment donné, si ça devient très stagnant, comme dans l'autre partie du lac, peut-être une fontaine aussi pourrait aider. Parce que là, honnêtement, là, c'est un lac qui commence à ressembler en russe là, à une swamp. Là. Ça Ouais. s'en vient assez swampeux, l'affaire. Et puis, c'est dommage. Je pense, en tout cas, comme je vous dis, je ne suis pas experte, je vous transmets ça. Et puis, si c'est possible de me revenir, j'apprécierais parce que de la première fois, je n'avais eu aucune réponse là, quand j'avais On apporté va les s'assurer que vous photos. ayez les réponses. Donc, effectivement, au niveau du lac, je vais laisser peut-être Mme Bérubé, si vous avez de l'information additionnelle par rapport à ça. C'est sûr qu'un lac comme celui-là, il y a une certaine forme d'eutrophisation, donc avec le temps. Donc, je vais laisser Mme Bérubé vous donner peut-être plus d'informations. Oui, bien, en fait, la fontaine, oui, ça peut aider, là, mais le problème est surtout en amont. Alors, c'est tout le bassin versant qu'il faut regarder pour s'attaquer à ce genre de problème-là. Donc, il y a déjà des actions qui ont été prises au niveau de tous les terrains qui longent les ruisseaux pour éviter que les gens utilisent des produits comme des engrais. Ça cause en fait de l'eutrophisation. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Là, il faut voir si c'est confirmé que ce sont des algues bleu-vert. Il y a déjà eu un problème comme ça il y a quelques années d'ailleurs. Ça s'était résorbé, mais c'était un problème qui était assez répandu au Québec. Là. Il y avait comme une genre de vague là, avec la température. Il y avait un paquet de circonstances qui avaient fait que ça s'était développé. Il faudra voir si c'est confirmé et ensuite prendre des actions. Mais vous avez raison, il faut s'en inquiéter. Puis il faut surtout regarder au niveau du bassin versant qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas une action qui est localisée nécessairement. Il faut voir un peu partout. D'accord. Alors, vous me dites que pour les deux autres points, là, pour ce qui est de la firme Alors, ABS, l'information. et l'autre point, c'est à... Mme Tousignan qui a pris... Donnez vos coordonnées à Mme Tousignan et on va s'assurer de vous donner l'information dans les 48 heures maximum. Pour la firme ABS, j'ai un indice. Oui. En fait, il y a des gens qui ont été mandatés pour refaire les passerelles parce que vous savez que les passerelles sont en piètre état. Là. Donc, à mon avis, la firme venait faire des évaluations pour refaire les passerelles. C'est à confirmer. Bon, d'accord, je vous remercie bien. Merci, Mme Bernier. Bonne fin de soirée. journée. Là. Nous sommes donc, c'est la fin de la première période de questions. Nous en sommes maintenant au dépôt des documents.
2 documents sont déposés, la liste du mouvement de personnel et le certificat de la greffière. Donc, concernant le mouvement de personnel, il y a eu 3 embauches, donc de personnes que vous voyez à l'écran, tout simplement. Donc, ce sont des brigadiers. Nous sommes à la période où il fallait embaucher des brigadiers en remplacement, dans un cas, suite à un départ, et 2 en suppléance, qui sont des substituts éventuels. Certificat de la greffière, vous pouvez le voir ici. Donc, c'est concernant la période d'enregistrement du règlement 2014-14, décrétant des travaux de réfection dans la toiture abritant la petite patinoire à l'aréna Michael Bilodeau et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Donc, les gens avaient la possibilité de voter. Donc, c'est sûr que la population, 20 637 voteurs potentiels. Demande requise pour le scrutin référendaire, 516. Aucune demande n'a été enregistrée. Donc, le règlement 2014-14 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, c'était le dépôt de documents. Nous en sommes maintenant au point 7, demande de consultation publique à Poste Canada concernant l'élimination de la livraison à domicile. Tout simplement pour vous dire qu'il y a effectivement, je ne sais pas si vous l'avez constaté dans les journaux, il y a le maire de Westmount, le maire de Boucherville. J'ai vu aussi que l'arrondissement du sud-ouest de Montréal est intervenu parce qu'il y a aussi la mairesse de Rosemère au cours de la semaine dernière. Tout ça se déroule très rapidement, c'est-à-dire qu'au niveau de Poste Canada, actuellement, on est en train de remplacer la distribution porte-à-porte par des boîtes communautaires ou des boîtes communes. Et évidemment, ça inquiète beaucoup les citoyens. Tout ça se fait très rapidement. Donc, le but de la résolution présente, c'est simplement de demander à Poste Canada de prendre son temps, donc de surseoir à sa décision, d'abandonner la livraison du courrier à domicile et de mener une véritable consultation, ce qui n'a pas été le cas, auprès de la population pour tenir compte de tous les tenants et aboutissants reliés à cette problématique-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça inquiète beaucoup les personnes à mobilité réduite, donc personnes âgées aussi. Et je vous dirais aussi que le facteur a un rôle important au niveau social, parce que c'est souvent pour les personnes qui sont isolées, qui ne sortent pas beaucoup de leur demeure. Donc, c'est le facteur, au moins, il y a certains contacts qui se font en livrant le domicile. Il peut être en mesure de savoir s'il y a quelque chose qui se passe dans la maison ou pas. Donc, éventuellement, alerter les personnes concernées pour qu'on puisse intervenir. Donc, il y a ce rôle-là aussi qui semble être sous-estimé. Donc, nous, c'est pas de prendre position pour ou contre le retrait ou pas, c'est simplement de dire à Poste Canada, prenez votre temps de bien faire les choses, et je pense qu'actuellement, vous agitez un petit peu dans la précipitation. Donc, c'est un peu le sens de la proposition. Donc, j'en fais lecture. Donc, il est proposé de demander à Poste Canada de surseoir à sa décision d'abandonner la livraison du courrier à domicile, de mener une véritable consultation publique sur leur genre de service postal dont la population a besoin avant de procéder à tout changement du service postal. Donc, qui fait la proposition? Monsieur Bédard, qui appuie? Madame Archambault. Point suivant maintenant. Bon, les points 7.1.2, qui est le point qu'on a ajouté. Nous avons terminé ce matin la rencontre des candidats et évidemment, on s'est mis d'accord sur la sélection des personnes qui font partie du comité. Ça n'a pas été un choix facile. Je pense que tout le monde en est bien conscient, tout le monde qui était présent sur le comité, parce qu'on avait 14 candidatures, d'excellentes candidatures. Et les personnes qu'on a choisies, c'est celles que vous voyez à l'écran. Mais en même temps, les 4 personnes ou les 6 personnes qui n'ont pas été retenues, c'est pour nous, on a essayé d'avoir une mixité, de faire en sorte qu'on ait une représentation d'un peu toutes les problématiques qui vont être adressées à ce comité-là. Donc, c'est ce qui nous a amené à faire ce choix-là. Donc, on vous propose aujourd'hui, je vais vous lire la résolution. Il est proposé de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité consultatif sur la mobilité de la ville de Saint-Bruno de Montarville, à savoir Sylvie Beaugrand, Joseph Cognier, Carole Desnoyers, Caroline Devost, Catherine Fortin-Lacasse, Maureen Grenier, Emmanuel Leub et Olivier Pépin pour une durée devant être déterminée lors d'une prochaine séance du Conseil. De nommer le président et le vice-président du comité lors d'une prochaine séance du Conseil et de modifier la composition du comité prévu au document décrivant l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif sur la mobilité adopté lors de la séance du Conseil du 14 mai 2014. Donc, qui en fait la proposition? J'en fais la proposition. Madame Bérubé, qui appuie? Monsieur Bédard, ça va? Maintenant, nous en sommes au point 7.2, Direction générale, il n'y avait aucun point à l'ordre du jour. 7.3,
non plus. Communication. 7.4, ressources humaines, aucun point. 7.5, maintenant, finances. Je laisse la parole à Mme Archambault. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Il me fait plaisir de vous présenter l'évolution des dépenses pour la période en cours. Il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la Trésorerie et des technologies de l'information au 27 août 2014 pour un montant total de 1 564 210 incluant les charges salariales que vous voyez à l'écran de 543 950 les paiements par débit direct d'un montant de 370 553 et les chèques émis pour une somme de 649 707 Pour le détail que vous voyez apparaître à l'écran, les principales dépenses encourues, vous avez des montants, juste une petite seconde, pour l'enlèvement des déchets, du côté, vous voyez, 68 000 RCI Environnement. Vous avez aussi des montants qui ont été accordés pour la réfection du parc, des équipements récréatifs au parc de la Coulée, 67 000 des montants aussi pour les assurances collectives, des montants aussi pour nos voies, nos visages, les camps de jour, mais ça, c'est autofinancé. Et finalement, 27 000 pour les rebuts, donc également pour le contrat qu'on a de collecte des déchets. Donc, si le tout vous apparaît conforme, j'en fais la proposition. Donc, qui appuie? J'appuie. Monsieur Guévremont. Ça va. Le point suivant, le point 7.6, loisirs, culture et vie communautaire. Je laisse la parole à Mme Allary. 7.6.1. Alors, le projet de résolution 7.6.1 s'agit d'aides financières. Il est proposé d'accorder les aides financières suivantes, donc aux organismes Opération Nez Rouge Vallée du Richelieu pour une somme de 350 $. Il s'agit de la mise sur pied d'une soirée d'opération et de promotion de la campagne 2014. Et aussi de l'organisme Meubles et Tout, un montant de 1 200 $ pour service de récupération et de recyclage de meubles à Saint-Bruno-de-Montarville à des fins de soutien à la collectivité. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Appuyé par M. Bédard. 7.6.2. Alors, projet de résolution 7.6.2. Il s'agit de l'adhésion au programme d'assurance de dommages pour les organismes à but non lucratif offert par l'intermédiaire de l'Union des municipalités du Québec. Donc, il est proposé d'adhérer à ce programme d'assurance de dommages pour les organismes à but non lucratif offert par l'intermédiaire de l'Union des municipalités du Québec. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie. Je vais peut-être préciser un peu. Ça va être une demande des organismes communautaires de Saint-Bruno et d'autres organismes aussi qui œuvrent dans le domaine des loisirs. Parce que, évidemment, en adhérant à ce programme-là, ça permet d'obtenir non seulement une meilleure couverture, mais aussi à un moindre prix. Et donc, les primes sont beaucoup plus abordables. Ça va être une demande d'ailleurs un citoyen qui s'était adressé à nous, je pense, lors d'une séance du Conseil. Donc, on répond à leur demande et puis on adhère à ce programme-là, qui incidemment n'a aucun coût. Donc, autrement dit, s'il y a un organisme qui veut obtenir une assurance, la Ville paie la facture et se retourne de bord et demande à l'organisme de la rembourser, tout simplement. Ça va? 7.6.3 maintenant. Oui, M. le maire, c'est une demande de financement à la CMM, à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour l'aménagement du lien cyclable du sentier Oka Mont-Saint-Hilaire. En fait, c'est le tronçon qui relie la rue Seigneurial et la rue Clairvue là, sur Boucherville. Alors, il y a une nouvelle piste cyclable qui va être aménagée là. Vous avez vu, la rue a été pavée. Et ce tronçon fait donc partie du lien cyclable au cas qui nous rend donc jusqu'à Saint-Hilaire et nous étions donc admissibles à une subvention. Alors donc, c'est une demande de financement à cet effet. Donc, vous en faites la proposition. Je fais la proposition. Appuyé par M. Bédard. Ça va? Maintenant, le point 7.7, et c'est Mme Allary, concernant le développement urbain. Oui, alors il s'agit de proposer d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2014-44 déposée par M. Vincent Poupard, architecte, pour et au nom d'Ontrea Inc. pour permettre 3 matériaux de revêtement extérieur, excluant le verre, au lieu de 2 pour les façades principales du centre commercial Les Promenades Saint-Bruno,
situé au 1 boulevard des Promenades, et ce, en dérogation au deuxième alinéa de l'article 154 du règlement de zonage URB Z 2009, et conformément à la résolution 140730.12 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 30 juillet dernier. Donc, j'en fais la proposition. Appuyé par M. Bédard. 7.7.2. Alors, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-042 déposée par M. Vincent Poupard du groupe Archifin pour et au nom d'Antrea Inc. pour la réfection des 6 entrées principales ainsi que le réaménagement paysager en périphérie de celle-ci du centre commercial Les Promenades Saint-Bruno, situé au 1 boulevard des Promenades, et ce, conformément à la résolution 140730.8 du CCU adoptée lors de sa réunion tenue le 30 juillet 2014. Vous en faites la proposition. Appuyé par M. Bédard. 7.7.3. Il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2014-45 déposée par M. Olivier David pour réduire les distances minimales entre une piscine creusée et la ligne avant de 1,5 m à 1,4 m, entre une haie et la ligne avant de 0,5 m à 0,4 m et entre une haie et la ligne avant de 0,5 m à 0,3 m au 3650 rue du Tamari, et ce en dérogation au 7e alinéa de l'article 112, au 2e alinéa de l'article 94 et au 2e alinéa de l'article 115 du règlement de zonage URB Z 2009 et conformément à la résolution 140730.13 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 30 juillet 2014. Vous en faites la proposition. Appuyé par Monsieur le maire, Mme Bérubé. Oui. excusez-moi, avant, il faudrait demander au... Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui s'opposent à cette dérogation? Et s'il y a des questions? S'il y a à des ce sujet questions, vous pouvez les poser aussi. Donc, je présume que vos questions répètent des oppositions. C'est pour ça que j'ai spéculé. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ça va. Mais merci. Donc, on peut procéder. Ça va? 7.7.4. Il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2014-54 déposée par M. Sylvain Rey pour et au nom du Centre de la petite enfance Les Mousses du Mont Inc. pour autoriser la construction d'un pavillon de jardin d'une superficie équivalente à 20 % au lieu de 10 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal situé au 1750 rue Roberval, et ce en dérogation à l'article 392 du règlement de zonage URB Z 2009 et conformément à la résolution 140827.12 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 27 août 2014. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation? Ça va. OK, donc, on vous propose l'adoption, Madame Valérie? Appuyé par? J'appuie. M. Bédard. 7.7.5. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-003 déposée par M. Patrice Gamache, architecte pour et au nom de Maple Armor Inc. pour la construction d'un bâtiment industriel situé au 1295 rue René Descartes, et ce, conformément à la résolution 140827.9 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 27 août 2014. Vous en faites la proposition? Oui, j'appuie. C'est bon. Point suivant. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par M. Pierre Daou, architecte, pour et au nom de 88 Rabastalière Inc. pour la construction d'un bâtiment principal comportant 2 suites commerciales situées au 88 chemin de la Rabastalière Ouest, et ce, conformément à la résolution 140827.10 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 27 août 2014. Vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par? J'appuie. M. Bédard. Il est proposé d'approuver la demande, donc c'est le point 7.7.7. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-53 déposée par M. Gaétan Ruel de Pause-Images pour et au nom du restaurant Exquis pour l'installation d'une enseigne murale située au 20 boulevard Clairvue-Ouest, et ce, conformément à la résolution 140827.5 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 27 août 2014. Vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par? J'appuie. M. Bédard. 7.7.8. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-54 déposée par M. Sylvain Lamanque
pour et au nom d'Automobile Sega Inc. pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale et d'une nouvelle enseigne sur socle située au 665 boulevard Clairvue-Ouest, et ce, conformément à la résolution 1408-27.7 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 27 août 2014. J'en fais la proposition. Appuyé par J'appuie. M. Guévremont. 7.7.9. Alors, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-055 déposée par Mme Anne-Marie Ouellette pour et au nom de Douceur et Petits Pois Inc. pour l'installation d'un auvent, d'une enseigne sur auvent et l'aménagement de pavés unis situés au 1451 rue Montarville, et ce, conformément à la résolution 1408-27.6 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 27 août 2014. Vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par M. Bédard. Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, parce que la photo n'est pas très, très claire, c'est l'ancien Action Sport qui a été, sur lequel on travaille depuis quelques semaines, et donc il y a un nouveau commerce qui va s'ouvrir à cet endroit. 7.7.10. Oui, alors il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-56 déposée par Mme Mélanie Arcieri de Daniel Provencher et compagnie, Inc., pour et au nom de la Société 9024-3031 Québec, Inc., RONA, pour le remplacement de l'enseigne murale principale située au 1221 Boulevard des Promenades, et ce, conformément à la résolution 1408-27.8 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 27 août 2014. Vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par J'appuie. Mme Bérubé. 7.7.11. D'accord. Alors, il s'agit de proposer d'approuver les demandes de PIA 2014-57 et PIA 2014-58 pour la modification des PIA 2012-39 et PIA 2012-40 déposées par M. Yves Perron du groupe BC2 pour et au nom de SEC Saint-Bruno-sur-le-Lac, phase 4, Construction Corel 2005 Inc., pour la construction des phases 4 et 5 et du projet domiciliaire Saint-Bruno-sur-le-Lac, situé au 343 et 353 boulevard Clairvue-Est, et ce, conformément à la résolution 1408-27.11 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 27 août dernier. Alors... Vous en faites la proposition? Oui. OK. Appuyé par Mme Archambault. Ça va? Moi, j'ai des questions, Monsieur le maire. Comme je l'ai dit à la session de travail, les modifications qui sont proposées ne correspondent pas au travail qui avait été fait par le CCU puis au PIA qui avait été approuvé en 2012. On se trouve à augmenter la superficie du 4e étage. Et ce n'est pas conforme à toutes les discussions qui avaient eu lieu autour de ce projet-là, qui voulait justement avoir un 4e étage moins imposant pour permettre aux gens, à la fois sur la rue Clairvue et la rue d'Olbeau, d'avoir une certaine percée vers le lac, et aussi aux citoyens qui demeurent dans les phases 1 et 2 des condos sur le lac, d'avoir aussi une percée vers la montagne. Alors, je pense que le fait que le comité d'urbanisme a été complètement mis à plat et reformé avec des nouveaux membres, peut-être que cette dimension-là de l'historique du dossier a été oubliée dans les discussions. Et vous comprendrez que moi, pour les citoyens de mon quartier qui se trouvent pénalisés par ces modifications-là, je ne peux pas voter en faveur de cette modification. Bon. D'autres commentaires? Oui, j'aimerais ajouter que des projets de construction sont toujours propices à d'éventuels changements. Alors, c'est tout à fait normal qu'au cours d'un processus, il y a des facteurs qui imposent à un constructeur d'effectuer des changements. Donc, c'est pour ça que les PIA, à partir du moment où on est en construction et qu'on s'aperçoit qu'on ne pourra peut-être pas réaliser les plans qui étaient approuvés en 2012, on fait des demandes de modification. Alors, ça peut se faire dans la construction d'une résidence unifamiliale, comme ça peut se faire pour un projet d'une plus grande envergure comme celui-là. Alors, c'est ce que le requérant a fait, c'est qu'il a déposé une demande de modification au PIA. Et cette
demande-là est tout à fait conforme avec notre règlement municipal et répond aux critères et objectifs du PIA, Madame Hudon, avec lequel vous travaillez depuis plus de 4 ans. Alors, les membres du CCU, qui, soit dit en passant, est un comité, selon moi, qui est extraordinaire, de par la compétence des gens qui y sont. On est très chanceux, nous, les Montarvillois, parce que ce sont des bénévoles. Puis je peux vous dire qu'on a un CCU assez extraordinaire, merci. Donc, ces gens-là ont reçu la demande de modification du requérant, qui, évidemment, au préalable, a été étudié par les gens ici à l'interne, les fonctionnaires. Et le premier exercice pour les fonctionnaires, c'est de s'assurer que la demande de modification, bien, elle est conforme à notre réglementation, qui, soit dit en passant, pourrait permettre 5 étages. Alors là, on a travaillé avec le promoteur pour réduire la hauteur, et là, on est à 4 étages. Parce que dans cette zone-là, 5 étages, ce serait possible. Alors, une fois que les fonctionnaires ont validé le fait que ce projet-là soit conforme à notre réglementation, eh bien là, il est soumis, et ça, c'est un exercice qui est obligatoire de par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, eh bien, les plans sont soumis au CCU. Le CCU n'a pas comme mandat d'évaluer la pertinence de la demande, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour demander pourquoi ces changements-là sont apportés. Il peut y avoir de multiples facteurs, que ce soit technique ou autre, mais le CCU est là pour évaluer si la demande qu'ils ont devant eux répond aux critères et aux objectifs de notre PIA dans cette zone-là. Et je vous ferai remarquer que c'est un PIA qui est effectif là, depuis de nombreuses années. Alors, de refuser cette demande de modification-là, c'est de dire finalement, nous, ici à Saint-Bruno, nous avons des règlements municipaux, nous avons des normes, des objectifs, des critères en matière de PIA. On vous les transmet, vous, les constructeurs, faites vos devoirs et soumettez-nous un plan qui soit conforme. Si on refuse ça ce soir, le message qu'on envoie, finalement, c'est que nos règles, nos critères, nos objectifs, bien, ils ne valent pas grand-chose parce qu'on n'accepte pas des projets qui sont tout à fait conformes. Alors, Madame Hudon, il est un peu tard pour revenir sur le PIA. Le projet est en cours. Si vous vouliez modifier la réglementation de cette zone-là, qui effectivement touche d'une façon assez importante vos riverains, il fallait le faire entre 2009 et 2012, pas une fois que le permis de construction a été émis. Madame Allary, je vous rappellerai qu'en 2012, le projet qui avait été approuvé, Madame Hudon. C'était réduit à 3 étages. Alors, Madame Hudon. on avait fait le travail, vous l'avez défait. Madame Hudon. Oh! J'avais demandé le vote. C'est ça, juste me demander si vous voulez parler, me demander la parole juste par simplement. Vous avez le droit de prendre la parole, ça ne me pose pas de problème, mais simplement qu'on. Sinon, on va avoir un échange entre deux élus, c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Je vais demander le vote, M. Marie. Parfait. C'est beau. Merci, Mme Hudon. OK, M. Bessner. Oui, alors, dans ce dossier-là particulier, il y a de l'information qui demeure, je pense, confidentielle. C'est pas moi qui va révéler les informations, mais simplement pour dire qu'à la mi-juillet, un problème important a été découvert. Et nous, en tout cas moi, je n'ai jamais été informé ni en juillet, ni au mois d'août, et j'ai été informé seulement il y a quelques jours. Suite à différentes questions posées lors de la session de travail de la semaine passée, et sans les réponses qui pouvaient nous être fournies, il a été proposé qu'il y ait une rencontre avec, guillemets, les spécialistes. La rencontre a eu lieu vendredi dernier, donc il y a 3 jours, et cette rencontre-là était avec ce que j'appellerais 6 spécialistes. Je ne donne pas plus d'informations. Si M. Murray vous voulez en donner, vous pourrez le faire. Et suite à cette rencontre-là, nous arrivons à la conclusion qu'il y a des zones d'inconnu, des zones d'incertitude et qu'il y a des conséquences potentielles
qui pourrait se retourner contre la Ville. Dans ce contexte, je pense qu'il faut mesurer le risque et ce que j'aimerais proposer, libre à vous, ce serait de prendre quelques jours pour reviser le dossier. Si vous voulez passer au vote, libre à vous, mais je ne me sens pas confortable d'appuyer les modifications et de subir les conséquences potentielles qu'il y a dans ce dossier. OK, donc une réponse, Madame Hudon, M. Bessner, effectivement, on est dans une zone un petit peu d'incertitude, j'en conviens, mais ce que je peux vous dire, c'est que le PIA qui est soumis ce soir et celui qui, jusqu'à nouvel ordre, est réalisable. Si, pour une raison ou pour une autre, il s'avérait que le promoteur devait faire des modifications à son PIA, il devrait repasser au conseil municipal. Actuellement, je peux vous dire qu'effectivement, le promoteur a été obligé d'apporter des modifications substantielles à son projet initial, puis à partir du moment où il avait commencé à construire. Donc, il en est rendu actuellement à couler le 4e étage. Donc, tout ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de lui permettre de poursuivre ses travaux, de nous assurer que ça se fasse en conformité avec ce qui est présenté ici. Et puis, comme le dit M. Bessner, il y a des éléments nouveaux qui nous ont été amenés, qu'on ne peut pas dévoiler ce soir, mais qui nous amènent effectivement à considérer que le projet qu'on a devant nous présentement est le meilleur dans les circonstances. Et s'il y avait d'autres modifications ultérieurement, les conseillers vont être mis dans le coup et ils vont être informés. Quant à savoir l'information dont M. Bessner parle, je peux vous dire que les conseillers municipaux, à l'exclusion de moi et Mme Allary, on a été informés effectivement un peu plus tôt, mais tous les autres conseillers ont été informés en même temps que tout le monde lundi soir dernier des éléments qu'on ne peut pas malheureusement vous révéler à ce stade-ci. Donc oui, tout le monde est au même niveau en termes d'information. L'autre chose aussi qu'on a fait, c'est qu'on a organisé suite à la séance de lundi dernier, il y avait l'information qui nous apparaissait importante d'obtenir. Donc on a une rencontre vendredi matin avec des spécialistes qui nous ont, pas nécessairement rassurés, mais qui nous ont donné les informations dont on avait besoin, nous, en ce qui nous concerne, pour aller de l'avant. Je comprends au niveau de l'opposition peut-être leur réticence, mais en ce qui me concerne, moi, et on va laisser tout le monde voter librement. En ce qui me concerne, moi, j'ai actuellement suffisamment d'informations pour amener ce dossier-là de l'avant et proposer qu'on puisse effectivement, en tout cas, prendre une décision à cet égard. Oui, Mme Bérubé? Je voudrais simplement ajouter, il y avait beaucoup de citoyens qui habitent sur le bord du lac qui sont venus nous voir au précédent conseil. Ils nous ont fait part du fait qu'ils étaient irrités par les travaux et ils avaient hâte d'en finir. Alors, si on bloque ce projet, ils vont devoir subir un chantier pendant encore très longtemps. Alors, je pense que au bénéfice des propriétaires qui habitent sur le bord du lac, je crois que c'est notre devoir d'aller de l'avant. Madame Allary? Oui, je voudrais juste rappeler que ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on approuve une demande de modification à un PIA. Et que si on refuse cette demande-là, eh bien, il faut qu'elle soit motivée. Puis, notre motivation, elle doit tenir compte des objectifs et des critères de notre règlement de PIA. Alors, moi, la question que je me pose, Mme Hudon, c'est que si vous êtes pour voter contre ce projet-là, c'est qu'en fait, vous êtes contre nos critères et nos objectifs de PIA. Et la grille d'analyse, là, vous l'avez. Tous les points, c'est très satisfaisant. Alors ça veut dire que si ce projet-là, pour vous, n'est pas acceptable, parce qu'on parle du PIA ce soir, là, on ne parle pas des normes de construction de 3, 4, 5 étages. On parle du PIA. Alors, si la demande pour vous n'est pas acceptable, ça veut dire que nos règles de PIA, nos critères, ils ne sont pas à votre satisfaction. Alors, pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui, en 2014, une fois que le projet est démarré et que le permis est émis? Il aurait fallu revoir nos normes parce que quand on regarde la grille d'analyse, là, c'est très satisfaisant partout. Alors, quel message on envoie au CCU? C'est que même si c'est très satisfaisant, le conseil, ça se peut qu'il ne le trouve pas. On a un problème, là. C'est une demande de PIA. Donc, moi, j'aimerais ça que vous me disiez quels critères et quels objectifs, selon vous, ne sont pas remplis. On a un problème de fond ici, là. Vous permettez de répondre, naturellement, oui, puisque je suis attaquée. Alors, je rappellerai, Mme Allary, qu'il y a eu un PIA qui a été adopté en 2012 suite à de nombreuses réunions du CCU et où il avait été entendu
avec le promoteur et le CCU pour qu'il y ait une réduction importante de la surface du 4e étage, ce qui permettait d'avoir des sections où il n'y avait que 3 étages. Et ça, là, c'est le travail du CCU, qui est toujours effectivement un comité de bénévoles de gens très dévoués. Et le CCU a travaillé de nombreuses années pour en arriver avec des ententes avec le promoteur. Et les ententes qui ont été conclues pour les phases 4 et 5, entre autres, ont permis au promoteur donne la permission au promoteur de développer des maisons de ville sur la pointe, 27 maisons de ville. Et la question de la réduction de la superficie du 4e étage était importante dans ce travail-là du CCU qui a été fait. Et là, on change le 4e étage pour en rajouter, dans le fond, il va être pratiquement un 4 étages partout, alors que ce n'était pas le PIA qui avait été approuvé. Et quand vous me dites que je n'ai rien dit, ben c'est parce que le PIA qui a été adopté en 2012 était beaucoup plus satisfaisant pour les gens, entre autres des phases 1 et 2 des condos, parce que ça permettait de les percer, parce que le 4e étage n'était pas complet partout. Alors là, quand vous me dites que ça respecte les normes du PIA, je veux bien croire qu'au départ, le règlement de zonage permettait du 5 étages, mais c'est justement suite au travail des membres du CCU avec les services municipaux et le promoteur qu'on est arrivé à améliorer le projet au bénéfice, je pense, des citoyens de la rue Clairvue, d'Olbeau et des phases 1 et 2. Puis, Mme Bérubé, peut-être juste pour vous répondre, que oui, les gens ont très hâte que les travaux se terminent, mais quand on se fait construire une bâtisse comme ça en arrière de chez soi ou devant notre balcon pour ce qui est des phases 1 et 2 des condos, je pense que d'avoir un projet final qui va être satisfaisant, c'est plus important que d'avoir un mois de plus à attendre. Alors, voilà. J'ai pas rien à dire. Je pense que ça fait une semaine qu'on discute, Mme Allary et moi. On ne s'entend pas sur le PIA. Le PIA a été approuvé en 2012. Vous demandez des modifications avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ce sont les gens du quartier 1 qui sont sur Clairvue, d'Olbeau et dans les phases 1 et 2 qui vont avoir à supporter les modifications. Alors, moi, c'est clair, je ne vote pas en faveur de ces modifications-là. Je regrette. J'aimerais faire des petites corrections parce que moi, ce que je vous demande sur quels critères et objectifs du PIA vous vous basez, parce qu'on ne parle pas d'étage dans un PIA. Il n'est pas question dans aucun des critères, on ne parle pas d'étage. Ce sont des normes de construction qui sont dans notre règlement de zonage. C'est 2 dossiers à part et ce n'est pas le CCU qui s'est entendu avec le promoteur pour faire descendre le nombre d'étages. Ça s'est fait évidemment à l'interne. Le CCU, lui, son rôle, c'est de regarder les critères de notre PIA et d'évaluer si un projet comme ça répond aux critères. Et ça répond effectivement aux critères. Alors, ça m'inquiète un peu que vous ne soyez pas en mesure de faire la distinction entre les deux, mais cette demande-là de modification, je pense qu'elle est encore plus intéressante que la précédente. Il y a 8 fenêtres de moins sur la façade. On a retiré les balcons sur les élévations des côtés. Et effectivement, il y a le 4e étage qui sera surtout visible à partir du lac. Mais pour en revenir au PPU, je pense que ça serait important que vous regardiez vos critères. Ils sont là. C'est pas du tout au CCU de déterminer le nombre d'étages. Ça a déjà été négocié. Mais à partir du moment où vous désapprouvez ça, ce soir, c'est qu'on a un réel problème avec notre PPU. Et là, il est un peu tard pour le réaliser. Monsieur Maurice, si vous me permettez, pour le bénéfice des gens de la salle, je vais dernière rappeler, intervention, puis je déclare. Je vais rappeler que le PIA qui a été adopté en 2012 disait, malheureusement, je n'ai pas apporté la résolution avec moi, mais on pourra la mettre sur un site, vous pourrez la retrouver. Ça a été adopté en août 2012, le PIA, ce PIA-là, et ça faisait notamment référence à des plans qui avaient été présentés. On nommait les pages du plan où ça avait été accepté. Et, contrairement à ce que vous dites, Mme Allary,
Les étages étaient représentés, les plans étaient représentés avec le nombre d'étages tels qu'ils avaient été adoptés, donc sans les modifications que vous proposez ce soir. Alors ça, c'était le PIA qui avait été adopté par le Conseil, et à mon point de vue, un PIA qui est adopté par le Conseil, bien, c'est le PIA qui est en vigueur. OK, Mais excusez, je vais clore. Je pense que la discussion a assez duré. Je pense qu'on ne s'entend pas, puis je pense pas que ce soit aux gens de voir. On vous le dit, on a une problématique. Je m'excuse, on va clore le débat parce que je pense, là, les gens dans la salle, vous êtes témoins d'une situation qui est embarrassante pour tout le monde. Je peux vous dire une chose, c'est que oui, il y a eu des modifications, il y a eu une erreur de parcours qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation, et le mot n'est pas trop fort, dans l'obligation de procéder. Parce que le promoteur avait la possibilité de faire tout à fait autre chose qu'est-ce qu'il nous présente aujourd'hui. Fait qu'on ne peut pas vous en dire plus aujourd'hui. On peut effectivement faire beaucoup de mélange politique avec ça. Notre objectif, nous, ce n'est surtout pas, les gens qui sont sur Clairvue et sur Dolbeau, de créer une situation plus problématique qu'elle ne l'est actuellement. Ce que nous allons faire, puis on vous le dit aujourd'hui, c'est que nous procédons avec l'adoption de ce PIA-là, qui n'est pas nécessairement le meilleur, mais qui est le moins pire, je soupèse mes mots, qui est le moins pire dans les circonstances. Et je peux vous dire une chose, c'est que nous, maintenant, la tâche, c'est de s'assurer que l'aménagement qui va être réalisé dans ce secteur-là puisse permettre aux citoyens qui sont actuellement, qui se sentent un petit peu lésés et coincés, d'avoir tout ce qu'il faut pour éventuellement améliorer le paysage. Je peux vous dire ça, puis on va travailler très, très, très fort au niveau de l'aménagement paysager. C'est ce qu'on peut faire actuellement et c'est ce qu'on va faire. Ça, on peut vous le garantir. Maintenant, pour le reste, on ne peut pas aller plus loin. Parce que même si on discutait ad nauseam, le problème, c'est qu'on est sur peut-être des oui-dire et on ne veut pas entrer dans ces débats-là. C'est malheureux, c'est un petit peu plate, mais donc ce soir, chacun d'entre nous, c'est un libre arbitre. On décide d'appuyer le projet ou pas. Si vous êtes d'accord, parfait. Si vous n'êtes pas d'accord, on passe à autre chose. Mais je vous le dis actuellement, nous sommes dans une situation où nous avons l'obligation de prendre une décision. On ne peut pas atermoyer. Il faut vraiment aller de l'avant avec le dossier. Fait que je demande actuellement le vote, si vous le voulez. Donc, je vais commencer par M. Bessner. Contre. Pour. 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 Contre. Donc, adopté à 5-2. Merci. Nous passons au point suivant. « 7.7.12, Mme Allary, concernant la vente d'un terrain. Vente conditionnelle d'une partie du lot 5 344 479, boulevard Clairvue-Ouest, Vauclin 2 Inc. Il est proposé d'approuver la promesse d'achat déposée par Vauclin 2 Inc. pour l'acquisition d'une partie du lot 5 344 479 d'une superficie approximative de 15 000 mètres carrés, située sur le boulevard Clairvue-Ouest pour un montant de 745 976 $, et ce aux conditions mentionnées à la promesse d'achat, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente, le projet de lotissement et tout autre document nécessaire à la conclusion de la transaction. Quelques informations additionnelles, vous les voyez à l'écran. Donc, vous avez, il s'agit de bâtiments là, pour affaires et professionnels. 3 bâtiments. Le premier doit être construit dans les 12 mois à venir. Le deuxième dans les 36 mois suite à l'achat. Évidemment, défaut de se conformer au délai de construction, donc une indemnité équivalente aux taxes générées par les 2 bâtiments. Première année du délai, donc si dans les 12 mois, le premier bâtiment n'est pas construit, il y a 50 % de l'équivalent en termes d'évaluation qui sera dû comme indemnité et 100 % la deuxième année. Et la même chose pour l'autre après 36 mois. Donc, actuellement, on procède à la vente. Et ce terrain-là, juste la tête suivante, vous allez voir, il jouxte les terrains de Maple Harmer. Donc, il y a comme tout un ensemble de terrains qui devrait se développer assez rapidement dans ce secteur-là et qui va venir bonifier ce territoire-là, qui est dans l'éco-parc, bien sûr. Donc, qui propose? J'en fais la proposition. Et j'appuie. Ça va? OK. 7.7.13. Il s'agit de la nomination d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de nommer M. Simon Labrec au siège numéro 3 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville pour un mandat d'une durée de 2 ans
à savoir du 16 septembre 2014 au 9 juin 2016, et ce, afin de combler le poste devenu vacant à la suite de la démission du membre occupant ce siège. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par J'appuie. Mme Isabelle Bérubé. 7.8, aucun point à l'ordre du jour. 7.9, aucun point non plus. Nous en sommes maintenant au point 7.10. Monsieur Guévremont. Oui. 7.10. 7.10.1, adjudication d'un contrat de travaux de réfection des parcs. Alors, il est proposé d'adjuger le contrat de travaux de réfection des parcs au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la Société Excavation ESM Inc., selon les montants unitaires soumis pour un montant total approximatif de 298 687 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres GEN 2014-13. Alors ça, en bout de ligne, c'est une dépense qu'on a adoptée l'année dernière et c'est pour la réfection du parc Albert Schweitzer, un des parcs de baseball et l'installation de clôture, ainsi que 2 terrains de volleyball de plage supplémentaires au parc Marie-Victorin. Alors j'en fais la proposition. Appuyé par J'appuie. Mme Bérubé. Un petit élément additionnel concernant ce parc-là. Donc, cette année, c'est la réfection du terrain numéro 1 du parc Albert Schweitzer. Donc, on va procéder par la suite à la réfection des terrains subséquents. 7.10.2, autorisation de coûts additionnels dans le cadre de travaux. Il est proposé d'autoriser les coûts additionnels dans le cadre des travaux pour les ouvrages de contrôle de la place de Grosbois pour un montant approximatif de 37 219 $, incluant les taxes nettes. Alors ça a rapport avec le fait que lors des travaux, il y a eu réalisation de sols contaminés de type AB, et puis la méthode et le coût de disposition n'étaient pas prévus, et ça engendre des coûts supplémentaires, alors j'en fais la proposition. Appuyé par Je vais appuyer. Mme Malary. Donc, vous avez encore une fois l'information au tableau. Donc, c'est 550 tonnes métriques qu'il faut retirer à 65,25 $. Si vous faites le calcul avec les taxes, vous devriez arriver à ce montant-là. Nous en sommes maintenant au point 8.1. Donc, adoption, avis de motion, projet de règlement et règlement. Mme Allary pour le 8.1. Oui. Alors, il est proposé d'adopter le second projet de règlement ERB-Z 2009-34, modifiant le règlement de zonage ERB-Z 2009 afin d'agrandir la zone commerciale CV 473 à même une partie de la zone résidentielle HA 408, de diminuer la marge latérale 1 du tableau des spécifications de la zone CV 473, d'augmenter la largeur d'une bande tampon obligatoire, de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement et de ne pas exiger une distance minimale entre une aire de stationnement et le mur d'un bâtiment principal tel que présenté avec dispense de lecture. Vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par M. Bédard. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est bien évidemment le fameux dossier au coin de Rabastalière et puis Roberval, donc la clinique, tout simplement. 8.2. Il est proposé d'adopter le règlement ERB-Z 2009-35, modifiant le règlement de zonage ERB-Z 2009 afin d'abroger une disposition relative à l'affichage pour un usage de vente au détail de véhicules de promenade neufs, constituant un usage dérogatoire tel que présenté avec dispense de lecture. Ça va. Donc, qui en fait la proposition? Qui appuie? Donc, Mme Marie, vous en faites la proposition. M. Bédard, vous appuyez. Point 8.3. Il est proposé d'adopter le règlement 2014-15, modifiant le règlement 2012-6 relatif au régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno de Montarville tel que présenté avec dispense de lecture. J'en fais la proposition. J'appuie. M. Guévremont, donc vous avez Vous voyez à les l'écran principaux éléments. en un fait, sommaire, là. Vraiment un sommaire. Nous en sommes au point 8.4. Donc, Mme Allary. Alors, je donne avis de motion de la présentation lors d'une séance du Conseil d'un règlement modifiant le règlement de zonage ERB-Z 2009 afin d'autoriser 2 enseignes détachées pour un usage terrain de golf dans la zone communautaire PB873. La zone dont on parle, c'est le terrain de golf, le Mont-Bruno Country Club. Donc, vous voyez, c'est comme installer une clôture à l'entrée. En fait, c'est pas une clôture, c'est vraiment Un portail. un portail, oui. C'est plus de cette nature-là. Donc, Mme Allary, vous en faites en fait, vous déposez l'avis de motion, ça va. Donc, pour l'adoption d'un projet de règlement maintenant. En fait, il est proposé d'adopter le projet de règlement ERB-Z
19-36, modifiant le règlement de zonage ERB-Z 2009 afin d'autoriser 2 enceintes détachées pour un usage terrain de golf dans la zone communautaire PB 873, tel que présenté avec dispense de lecture. Donc, Mme Allary, vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par J'appuie. M. Guévremont. 8.6, avis de motion. Alors, Monsieur le maire, je donne un avis de motion de règlement relatif à la collecte des déchets ultimes là, pour faire une modification réglementaire. C'est pour se conformer, en fait, avec le nouvel appel d'offres qu'on a accepté pour la collecte des déchets avec Longueuil. Et en fait, un des gros changements, là, c'est au niveau des appareils froids qu'on appelle. Là, il va falloir en disposer correctement puisque ce sont des matériaux qui contiennent un fréon qui est hautement dommageable pour la couche d'ozone. Donc, il va falloir en disposer correctement. Alors, on fait des réglementations, on revise notre réglementation pour se conformer tout simplement. Donc, vous avez un peu les principaux éléments à l'écran. Maintenant, le point 8.7. Madame Bérubé. Oui. Alors, même chose, je donne avis de motion de la présentation d'un règlement modifiant le règlement 2010-5 concernant la collecte des résidus verts dans les limites de la ville afin de remplacer la définition sur les résidus verts admissibles à la collecte. C'est une nouvelle définition simplement pour les résidus verts. Maintenant, le point 9, au niveau des sujets d'agglomération. Bon, le rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances ou de la dernière séance ordinaire du 28 août 2014. Le cas échéant, aucun élément. Le 9.2, maintenant, les points qui sont à l'ordre du jour de la séance du 18 septembre 2014. Donc, vous les avez. Il n'y en a pas beaucoup cette fois-ci. Donc, ce sont des orientations favorables. Vous pouvez y lire. Je pense qu'il n'y a rien de vraiment... Pas que ce n'est pas important, mais je veux dire, c'est des éléments qui sont de nature d'agglomération. Donc, vous avez aussi les 3 autres à la page suivante. Donc, toutes nos orientations sont favorables par rapport à ces décisions qui vont être prises au Conseil d'agglomération ce jeudi. Vous êtes invités d'ailleurs à y participer. C'est à 16 heures. Ça ne dure pas très longtemps. Donc, nous en sommes maintenant aux affaires nouvelles. Il faut adopter le... Ah, il faut l'adopter, bien aussi. Qui propose? Et qui appuie? Monsieur Bédard. Il y a des gens qui me rappellent, alors c'est bon. On va finir par l'apprendre. Nous en sommes maintenant au point 10. Affaires nouvelles. Ça vous va? Le point 11, deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à, bien sûr, tout ce qui s'est discuté ce soir, vous êtes les bienvenus. Ah, vous êtes sages ce soir. Vous avez hâte de vous en aller? Je ne sais pas. OK. Point 12, période d'intervention des membres du Conseil. Fait que là, d'autres, on en a pour 1 heure. Je pense que... Ça fait que qui veut, effectivement, Mme Allary? Oui, bien moi, je voudrais rappeler aux Montarvillois et Montarvilloises que le 20 et 21 septembre prochain, donc samedi et dimanche, c'est le Circuit des arts de Saint-Bruno-de-Montarville. Alors, les artistes peintres de l'Association des peintres de la Rive-Sud, bien, ils nous ouvrent leurs portes. Alors, bien, moi, je vous propose fortement d'accepter l'invitation avant d'être conseillère municipale. J'en ai profité abondamment. Je trouve que c'est un événement extraordinaire. Alors, je vous invite à y participer. Les affiches sont déjà sur le territoire. Alors, je pense que la signalétique est assez efficace. Donc, n'hésitez pas, leur porte est ouverte. Madame Bérubé? En fait, j'aurais quelque chose à vous proposer pour dimanche. Donc, si vous voulez faire le circuit des arts samedi, c'est parfait. Dimanche, je vous invite à venir à la marche. Vous savez, c'est la Journée mondiale pour le climat dimanche. Il y a de nombreuses manifestations à travers le monde. Il y a des marches partout. Il y en a 3 à Montréal, il y en a une à Boucherville. Évidemment, je vous invite à celle de l'agglomération. Donc, le lieu de rassemblement, c'est à 1h30 au parc de la mairie, au coin Montarville et Fort-Saint-Louis. Donc, il y aura un départ à ce moment-là, 1h30. C'est beau. Oui, M. Bédard? Moi, je veux juste informer la population que le RTL, la fin de semaine du 27-28 septembre prochain, les transports seront gratuits. Alors, ils vont appeler ça vos week-ends en autobus. Là. J'oublie le titre, malheureusement. Là. Mais c'est question d'inciter les gens à prendre le transport en commun.
Au niveau... à le découvrir. Mais, Prendre vous. mais ils ont beaucoup amélioré le service de fin de semaine, puis c'est un peu dans ce sens-là qu'ils veulent inviter les gens là, à venir redécouvrir là, les nouveaux services de fin de semaine. Du même coup, je vous dirais que suite aux pressions du RTL, l'intersection au niveau de la 116 et seigneuriale, si vous avez remarqué, il y a des travaux du MTQ qui battent leur plein depuis quelques jours. Ils ont fait un réaménagement du terre-plein central. Alors là, ce qui reste à transférer, c'est les feux de circulation, ce qui va amener une grande amélioration. Là. Les gens qui arrivaient de Longueuil avec les circuits du RTL débarquaient au coin seigneurial et 116, mais du côté de Niquette. Puis ils devaient faire traverser seigneurial, traverser la 116, puis revenir sur seigneurial de l'autre côté pour aller au stationnement incitatif. Les gens avaient tendance à couper droite. Fait qu'avec les pressions qu'on a faites, on a finalement gagné que le MTQ transpose les feux de circulation du bon côté de la route, là, finalement. Alors, ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Deuxième chose, j'aimerais remercier tous les intervenants qui ont participé au marché public, la population qui participe. Beau temps, mauvais temps, c'est surprenant. L'École bleue qui nous font un job fantastique, ils sont rapides, sont efficaces. L'APES qui est au niveau de l'organisation, la Chambre de commerce qui s'est impliquée, les commerçants de Saint-Bruno, enfin, on pourrait tous les nommer, là, mais je vous dirais que l'initiative a été applaudie de plusieurs, fréquentée par beaucoup. Nous incite à se positionner favorablement dès lors pour l'année prochaine. Puis je vous dirais que l'engouement puis les suggestions des Montarvillois sont à l'effet qu'on est déjà à plancher sur un marché de Noël. Merci. Ça va? D'autres interventions? Monsieur Guévremont? 2 commentaires très rapides. Premièrement, j'aimerais publiquement remercier les gens à l'urbanisme, incluant M. Laplante et M. Coutu, qui se sont mis disponibles pour nous afin de répondre à des questions concernant le dossier qu'on a discuté plus tôt, qui est le dossier sur la résolution de condo sur le lac et le PIA. On a posé énormément de questions. On a eu les réponses dont on avait besoin pour prendre une décision éclairée ici ce soir. Ça, c'est une chose. Deuxième, c'est il y a encore des nouveaux visages ici ce soir. C'est toujours très intéressant à voir. Alors, merci d'être là. Simplement. Monsieur Murray. Madame, oui, monsieur. Ben, madame. Permettez. En fait, très rapidement, je voulais juste en profiter avec la saison estivale qui se termine pour féliciter de nouveau tous les gagnants des maisons fleuries à Saint-Bruno. Hier, on participait dans le fond à la remise des prix et tous les gens étaient invités. Mais si vous êtes intéressé à aller voir les parterres gagnants, vous pouvez vous rendre sur le site web puis voir la liste des finalistes. Là, c'est toujours très impressionnant de voir que les gens ont à cœur l'embellissement de leur milieu de vie. Monsieur Bessner. Oui, merci. J'ai eu beaucoup de questions de la part de citoyens concernant un article qui est paru dans le journal avec la photo sur le boisé. Et je ne peux pas répondre. Je n'ai pas d'informations additionnelles que celle du journal. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous deviez avoir une rencontre avec M. Mascotte. Avez-vous eu des développements avec le ministère? Et troisièmement, le conflit au point de vue des chiffres, où d'un côté, on parle de 20 millions de la valeur du terrain, puis de l'autre côté, vous dites c'est une bouchée de pain. Donc, M. Mascotte, le ministère, la valeur du terrain. La réponse est toute simple, c'est qu'effectivement, il devait y avoir une rencontre avec M. Mascotte, je pense le 13 août dans ces eaux-là. Nous avons reporté cette rencontre-là parce qu'on a eu de l'information additionnelle du ministère. Vous savez que le ministère va prendre une décision dans ce dossier-là d'ici le mois de décembre. Tout est en train d'être regardé, analysé. Le ministère est en train de faire ce devoir. On a reçu de la documentation, on a des réponses à apporter. Et je peux vous dire à ce stade-ci que le dossier suit son cours. Quant à l'évaluation que fait le promoteur de ces terrains, c'est libre à lui. Pour nous, effectivement, un terrain comme celui-là n'a pas la valeur que le promoteur lui donne. Mais bon, il peut toujours spéculer à la hausse tant qu'il voudra. Il peut parler de 20, 40, 60 millions s'il veut. En ce qui nous concerne, nous, on n'est pas là. Et on l'a dit, on le répète, il n'est pas question d'acquérir ce terrain-là de quelque façon que ce soit. Il y a d'autres intervenants qui peuvent éventuellement se manifester. Il y a déjà des gens qui s'étaient manifestés, qui avaient fait des interventions dans ce sens-là. Et je vous dirais que tous ces éléments-là sont encore d'actualité. Et nous allons d'abord attendre la décision du ministère,
qui devrait arriver très prochainement. Et suite à ça, nous allons effectivement statuer. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est pas que... Oui, c'est un petit peu secret parce que tout ça se déroule entre le ministère et le promoteur. Donc, actuellement, il y a des représentations qui se font de part et d'autre et nous attendons les résultats. La décision devrait être prise d'ici, comme ça avait été mentionné dans le journal. Je pense que le journaliste avait appelé la personne du ministère et l'information qu'elle a donnée est encore très valable à ce stade-ci. Ça vous va? Bon, petit commentaire additionnel. Oui. OK, on a- OK. Vous vouliez parler? Allez-y, allez-y. Non, allez-y. Parce que je un voulais clore commentaire. simplement. Allez-y. Je voulais juste ajouter ma voix d'une part à celle de Mme Archambault pour féliciter les gagnants. Aussi remercier évidemment le comité d'embellissement, tous les membres du comité d'embellissement et la présidente pour la cérémonie d'hier qui était très bien organisée comme à l'habitude avec l'aide de notre service des communications évidemment. Et puis aussi féliciter les employés des travaux publics et notre horticultrice, Mme Cormier, qui, année après année, je pense, démontre la constance et l'excellence de son travail pour embellir nos espaces publics, ce qui fait que, au dire de tout le monde, on est semble-t-il, et au dire de nos députés, on est une des plus belles villes au Québec. Alors, je pense que c'est grâce à l'apport de tous ces gens-là. Alors, bravo et merci. Et puis, j'avais une question aussi, M. Murray, parce qu'à la dernière séance, il y a un citoyen qui est venu vous demander quelles étaient les études scientifiques qui faisaient qu'on avait pris la décision de ne pas traiter les frênes à Saint-Bruno. J'avais demandé moi-même qu'on rediscute de cette question-là et en lisant les documents de l'agglomération, il y avait le dépôt du travail des commissions et à la commission de l'environnement, Mme Bérubé, vous pourrez peut-être répondre à cette question-là. Il y avait un conseiller de je ne sais pas quelle ville, il n'était pas nommé, qui avait demandé si l'agglomération allait prendre une politique commune face aux problèmes de la grille du Frêne. Dans le rapport, on dit qu'il devait y avoir une réponse à cette question-là. Évidemment, je n'ai pas la réponse. Ce n'était pas donné dans le rapport. Puis, voilà. Alors, je pense que la grille du Frêne, c'est un problème qui est préoccupant. Aujourd'hui, dans la revue de presse, on disait que malheureusement, à Saint-Lambert, il faudrait abattre une soixantaine d'arbres, mais par ailleurs, ils en ont traité une centaine pour éviter la propagation. Puis ici, à Saint-Bruno, on ne fait rien, alors je continue de m'interroger là-dessus. Allez-y, Mme Bérubé. Oui, Mme Hudon. D'abord, vous savez que la CMM, il n'y a pas juste l'agglomération qui se penche sur ce problème-là. Il y a la CMM qui demande donc toutes les villes liées, en fait, qui sont membres de la CMM, d'adopter des règlements conjoints. Effectivement, il y a des villes qui ont opté pour un traitement. Nous en sommes à réfléchir, à savoir si c'est pertinent de le faire. Il est faux de prétendre que ça sauve les arbres. Les arbres qui sont traités doivent l'être pour la durée totale de leur vie. Alors, étant donné que je pense que c'est une décision importante, à savoir est-ce qu'on doit traiter un arbre pendant X années à un certain coût, ce sont des fonds publics, c'est un produit évidemment avec lequel on voudrait éviter d'avoir des contacts. Je pense que c'est une décision qu'on va prendre collectivement. On va faire une séance d'information publique fin octobre, début novembre. Il y a une stratégie qui commence à être développée par les fonctionnaires. J'y participe. Il y a différents spécialistes qui sont également de la partie. Je parle au comité, en fait, je vais retrouver son nom, c'est les gens sur les espèces exotiques envahissantes là, qui nous donnent un coup de main de ce côté-là. Mais effectivement, vous avez raison, il faut prendre la chose avec beaucoup d'importance. Il y a 1500 frênes sur le territoire. Les abattre va faire partie de la solution, effectivement, en partie, parce qu'on ne peut pas les sauver. Malheureusement, la grille du frêne, il n'y a pas de solution. Les 1500 arbres qui sont sur notre territoire vont finir tous par mourir. Même si on les traite, on va devoir les traiter ad vitam aeternam. Et il y a plusieurs études à cet effet qui le prouvent, et même les spécialistes le disent. On ne peut pas savoir si l'arbre est atteint. On le traite. S'il est atteint, il meurt quand même en dedans de 5 ans. Sinon, on peut traiter pendant 10-15 ans encore. Je dirais, Mme Bérubé, c'est un peu comme dans le cas du cancer. Hein? C'est des fois, quand on gagne du temps, il y a quand même beaucoup d'études qui sont aux États-Unis juste pour là-dessus. éviter qu'on ait des discussions entre les gens. Donc, tout simplement, par rapport à ce dossier-là, ce que disait Mme Allary, oui, effectivement, d'ailleurs, j'ai rencontré la personne qui avait posé la question ici, puis on a tenu à la rassurer.
Donc oui, on va organiser une rencontre d'information où on va avoir des spécialistes, on va répondre à toutes les questions qui vont être posées par les citoyens. Oui, le citoyen est inquiet, nous sommes tous inquiets. Il y a des coûts énormes derrière ça. Il n'y a pas de solution définitive. Je peux vous dire aussi, au niveau du triazin, ce qu'on sait actuellement, les seules statistiques viennent du fabricant. Et donc, pour le moment, ils ne sont pas nécessairement fiables scientifiquement. Lui, il parle d'une survie de 80 %, mais ce sont ces chiffres. Ils n'ont pas encore été validés au niveau scientifique. Puis, évidemment, bon, il y a toute la question du traitement versus l'abattage. Encore aujourd'hui, on a reçu des documents de Terrebonne, qui eux autres ont une politique. Fait qu'on est en train de ramasser toute l'information et de faire en sorte, quand on va se présenter devant les citoyens fin octobre, début novembre, on va être en mesure d'avoir, je vous dirais, toute l'information à jour. Mais ça évolue à chaque jour. Et je peux vous dire que la littérature actuellement n'est pas nécessairement tous d'un côté ou tous de l'autre côté. C'est assez contradictoire, merci. L'autre élément aussi que je voulais vous donner, c'est que, bon, la dernière fois, il y avait eu une demande chez les citoyens qui sont présentés par rapport à la question des tambours, où on va faire une consultation publique. On est en train d'arrêter la date prochainement. On devrait la faire au début du mois d'octobre. Concernant aussi toute la circulation, c'est-à-dire le stationnement hivernal, oui, on va faire une consultation aussi. Donc, les citoyens vont pouvoir se présenter et on devrait accoucher d'une politique, en tout cas, pas d'une politique, mais d'une décision assez rapidement par rapport à ça, pour faire en sorte de répondre aux citoyens. Deux autres dossiers qui actuellement, ça, je vous dirais, qui sont préoccupants pour la population, évidemment, le dossier des services médicaux. Il y a eu des rencontres, telles que promis. J'ai rencontré et Mme Saint-Jean et M. Rivard, le docteur Rivard. J'ai rencontré aussi les médecins de la clinique L'Atelier pour faire un peu le tour de la question avec eux autres. Peu importe ce qui arrive avec l'atelier, qu'ils déménagent à un endroit ou à un autre, le problème de fond reste le manque de médecins. Et c'est pour ça que des représentations ont commencé à être faites au niveau du C3S, Richelieu et Yamaska, pour avoir un portrait global. J'ai su aujourd'hui, après une semaine et quelques jours, qu'ils ne pouvaient pas me donner les statistiques parce que c'était pas eux autres. Ça leur a pris une semaine pour me dire que finalement, ils ne pouvaient pas me les donner. Il fallait se retourner du côté de l'agence. Parce que ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a 255 médecins qui exerceraient sur le territoire du C3S, Richelieu et Yamaska, et c'est dans la répartition, donc il y a une problématique de répartition. Donc, on respecterait les normes, la moyenne au niveau provincial. C'est plus dans l'allocation des ressources d'une ville à l'autre qui serait un peu plus problématique. Mais même si c'est un dossier qui n'appartient pas à la municipalité, puis comme je disais, il y aurait des citoyens, c'est évident qu'on devra, nous, en tant que collectivité, je pense, se regrouper et de faire des représentations. Autrement, ça risque de ne pas avancer très rapidement. Fait que je pense qu'il va falloir exercer un peu de pression pour faire en sorte qu'on soit à l'écoute de nos besoins. Et je dirais Saint-Basile aussi est un peu dans la même situation que nous. Donc, on est à l'extrémité du territoire du C3S, Richelieu et Yamaska, et on semble un peu nous oublier. Fait que je pense que, juste pour vous donner une statistique, à Saint-Hyacinthe, il y a 6 GMF, ou peut-être 7 de mémoire. Donc, voyez-vous, ils sont très bien nantis, alors que nous, on est un peu laissés pour compte. Fait que c'est ces éléments-là. L'autre question qui est très importante, puis on va l'amener à la prochaine commission de la sécurité publique, c'est bien sûr la 116, c'est-à-dire les 2 sorties Boucherville et Seigneurial, où on va régler un petit problème de ce côté-là, avec l'amélioration qu'apporte le MTQ. Je peux vous dire qu'il y a des accidents souvent à cette intersection-là. Il y a eu des interviews qui sont passées à la télévision. J'ai eu un contact avec le ministre des Transports. Il est au courant du dossier et, en tout cas, je pense qu'il est conscient de la problématique. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est une intersection où ces 2 intersections-là restent très problématiques. Et il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'on puisse, malgré notre négligence, parce que souvent les gens invoquent, il y avait juste à faire attention. Mais à 13 ans, remettez-vous à 13 ans, vous allez voir. Vous étiez pas prudent. Et puis, donc, il faut protéger les jeunes contre eux-mêmes, donner la possibilité d'avoir une chance. Dans ce cas-là, la jeune fille n'a eu aucune chance. Elle a fait une erreur de jugement, mais malheureusement, elle n'a eu aucune chance. Fait qu'on n'est pas pour la pénaliser. Je pense qu'on doit, de notre côté, travailler très fort à faire en sorte de sécuriser ces intersections-là. Vous aviez aussi un petit message par rapport à... Oui, je vous dis que ça prendra du temps. Oui, c'est ça. Je voudrais surtout pas oublier de vous annoncer que notre infolettre est finalement active. Donc, et elle s'adresse aux gens qui vont s'inscrire. Donc, si vous êtes intéressé à vous mêler de vos affaires municipales, eh bien, on vous demande de vous inscrire via notre site web. Et c'est très convivial. Je vous en ai imprimé une copie, mais évidemment, ça s'ajoute à nos outils de communication là, qu'on revoit depuis quelques mois. Alors, ce sera une façon là, sympathique de vous tenir au courant des affaires municipales. Alors,
Pour s'inscrire, il s'agit d'aller sur le site Web. En haut à droite. Cliquez dessus. C'est assez facile. Donc, on en est rendu, à moins que vous ayez d'autres interventions, ça va. Donc, on en est rendu à la levée de la séance. Qui propose la levée? Je propose. Madame Bérubé, qui appuie? Madame Allary. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée. Et on se revoit le mois prochain, j'espère.